Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 42. Dans cette chronique, je vais tenter de vous parler de ce que peut être le patriotisme social, le patriotisme également économique et, je dirais, le national-civisme, si je puis m'exprimer ainsi. Alors tout d'abord, pour étayer finalement cette conception euh, de la nation telle qu'on pourrait la définir, dans le sens, je dirais, hegelien, et dans le sens de l'éthique de nos pieux prédécesseurs, qui ont été les incontournables Aristote, Platon, pour ne parler que d'eux, et bien entendu, dans sa dynamique de l'éthique sociale, chère à Karl Marx et à Friedrich Engels. Alors, avant de commencer, je voudrais préciser que pour qu'il y ait effectivement possibilité de conscience du bien commun, il faut déjà planter le décor sur la problématique de la société civile, et les entreprises deviennent de plus en plus conscientes aujourd'hui, dans le monde actif et économique, des risques que fait courir à la planète un capitalisme débridé. Car n'ayons pas peur de le dire, nous sommes menacés mondialement de passer sous la coupe d'une économie financière hypertrophiée. Et je dirais qu'un tel monde de développement est d'ailleurs tenté de tricher pour mieux accomplir ses fins intenables, comme par exemple l'affaire Enron l'a montré, je dirais, dans ce temple du capitalisme que sont les États-Unis. Alors, me direz-vous, ce modèle est prioritairement au service d'actionnaires réclamant des chiffres de croissance impossibles, et on a raison de souligner qu'il peut conduire à une déflation salariale planétaire généralisée, puisque le monde aujourd'hui est interconnecté, égalisé par tous les salaires vers le bas, et c'est finalement au fond triompher abusivement le facteur capital au détriment du facteur travail et bien entendu du facteur humain. Alors dans ce qu'on pourrait essayer de qualifier un enseignement social et éthique, l'équilibre, je dirais, de la conception de la nation et du social et de l'éthique de l'individu, qui est une forme d'équilibre qui doit toujours être respectée si l'on veut permettre dans le monde également de l'entreprise la création d'une communauté humaine. Bien entendu, l'a priori du respect de tout homme est le fil rouge de l'enseignement de l'éthique de l'individu, à travers l'espace, dans toutes les conjonctures, je dirais, temporelles. Et donc, bien entendu, la bonne, je dirais, allocation des ressources ne garantit pas automatiquement une répartition des richesses conforme à la justice. Et dans toutes les situations que vit, je dirais, le citoyen dans sa cité, est invité, je dirais, à la confiance, car avoir de l'espoir, c'est de rejoindre finalement au fond une dynamique porteuse, même si on peut considérer que cela nous a précédés. Bien, ceci étant, je vais commencer par, je dirais, la conception tout d'abord des références que l'on peut donner dans le constat que l'on peut faire effectivement sur la dynamique de ce qu'on pourrait appeler le national-civisme que Vladimir Poutine essaye de mettre en place actuellement en Russie et dont effectivement certaines idées qui sont également empruntées à la France des années 50, peut-être, et son expérience le prouve, réintroduites dans notre beau pays
qu'est la France. Alors, ouvrons le dictionnaire par exemple. La définition du mot patriotisme comporte un élément que effectivement nous avons, je dirais, entre guillemets, soit oublié ou soit laissé de côté, mais sur lequel il est temps de porter une attention toute particulière. Le patriotisme, lit-on dans le Petit Robert, ô combien d'étudiants, d'écoliers, voire même de lycéens, possèdent ce précieux sésame, encore aujourd'hui, et Dieu merci, pour pouvoir s'y référer quand il est à la question d'une éventuelle recherche d'étymologie du mot. Alors le Petit Robert est le désir de la volonté de se dévouer à la patrie et de se sacrifier pour la défendre, ou comme l'écrit succinctement le petit Larousse, le désir de faire quelque chose pour elle. Bien entendu, j'entends les voix se manifester et crier leur désapprobation. Outre sa dimension affective, le sentiment patriotique comporte donc une dimension éthique. La patrie n'est pas seulement un objet d'attachement, d'amour, mais elle n'est pas seulement la société à laquelle, je dirais, je dois me sentir lié par un lien d'appartenance. Elle n'est pas seulement, je dirais, une grande amitié, elle est aussi, je dirais, un impératif moral. Il ne suffit pas d'aimer son pays, il faut aussi agir pour lui. Je prends par exemple l'exemple de beaucoup de gens qui, d'une façon affective, aiment leur patrie d'origine, sans pour autant y vivre, y contribuer, y payer les impôts, y développer, y apporter ce qu'on peut appeler son savoir créateur, ou je dirais sa créativité. Mais il faut aussi agir pour lui, le protéger, le défendre, bien le représenter et au besoin, je dirais, dans les cas les plus extrêmes, donner sa vie pour lui. Je prends un exemple pour étayer un petit peu cette analyse. Sous la Troisième République, notamment, pendant la période qui s'étend de 1870 à 1918, cette dimension morale du patriotisme fut soulignée avec force. La patrie était envisagée presque exclusivement à travers l'idée de devoir, et les intellectuels, les pédagogues, les responsables politiques parlaient de la patrie en termes prescriptifs, normatifs, et leur but était d'inciter les citoyens et les écoliers à remplir leurs devoirs envers la France. Il y a plus. Non seulement l'idée de patrie se voyait annexée par la morale, mais elle occupait la première place dans la morale. La vertu patriotique trônait au sommet des vertus, de tous les devoirs incombant aux citoyens, et le devoir patriotique était de considérer comme le plus, je dirais, le plus exigeant dans la mesure où il réclamait le sacrifice suprême, celui bien entendu de donner sa vie en cas de guerre pour défendre le territoire, ce qui à mon sens était évident. Rappelez-vous, combien avons-nous entendu tomber au champ d'honneur et continuent, je dirais, à l'être aujourd'hui. La plus éclatante, la plus noble manifestation, la plus désintéressée de la morale civique. Ainsi, au lendemain de la défaite de 1870, Émile Littré, philosophe positiviste, auteur du célèbre dictionnaire et par ailleurs une des figures marquantes de l'idéologie républicaine, appelait de ses voeux un enseignement patriotique propre à inculquer aux enfants qu'il faut être prêt à combattre et à défendre sa patrie. Quelques années plus tard, l'institution scolaire, créée par Jules Ferry, lui donna satisfaction. Nous devons nous sacrifier pour défendre la patrie, nous ne sommes pas nés pour nous, mais pour elle. Posons-nous la question non pas de ce que nous pouvons lui prendre, mais ce que nous pouvons lui apporter. Et nous ne sommes pas nés, encore une fois, pour
pour elle, nous ne sommes pas nés pour nous, pardon, mais bel et bien pour elle. C'est pour ça que je répète cette phrase 2 fois, parce qu'elle a son importance. C'est ce qu'on pouvait lire à l'époque dans les instructions pédagogiques du cours moyen de 1883. Ce fut l'époque où les élèves de lycée étaient organisés en bataillons scolaires, vêtus d'uniformes, et ils pratiquaient des exercices militaires dans les cours de récréation. Ce n'est pas du tout le devoir patriotique qui occupait la première place dans la morale, non seulement parce qu'en cas de péril, il pouvait exiger, le sacrifice de sa vie, mais aussi parce qu'il était le principe justificateur de l'ensemble des devoirs sociaux. La morale sociale, tout entière, découlait de l'idée de patrie. Toutes les obligations civiques se justifiaient par le service de la patrie, et ce n'est pas seulement en se battant qu'on sert bien sa patrie, précisaient les instructions officielles que nous venons de citer. On peut ainsi, également honorer par d'utiles découvertes, et plus modestement par l'amour du travail, par l'honnêteté, par le respect le droit des autres, par la justice sociale. Et les rédacteurs de ces institutions, exprimer une idée qui sera l'épine dorsale de l'enseignement moral dispensé par la Troisième République. Alors, on doit se montrer solidaire aux autres, on doit respecter les institutions, on doit être honnête, bien faire son travail. Parce qu'en dernière instance, ces conduites vertueuses assurent la cohésion, la prospérité et le salut de l'ensemble de la cité que constitue effectivement la nation. Et pour les penseurs de la Troisième République, le patriotisme n'était pas donc un devoir parmi d'autres, il était le devoir par excellence. Il était la raison d'être de tous les devoirs, il constituait le mur porteur de l'édifice de la moralité, le patriotisme n'était pas seulement un article de la morale civique, il représentait l'âme de cette morale, on vivait sous le régime d'un véritable national-civisme dans cette république qui avait fait le choix de la laïcité. La notion de patrie jouait le rôle dévolu, à la notion divine, dans la morale chrétienne par exemple, et était le principe justificateur, unificateur, ultime des obligations morales. Ce lien étroit du patriotisme avec la morale civique eut un effet bénéfique dans la mesure où il a renforcé la cohésion sociale. Si pendant la période de la Troisième République, le pacte social a pu se maintenir en dépit des inégalités qui subsistaient entre les classes, inégalités d'ailleurs atténuées par une école primaire qui facilitait l'ascension sociale, ce fut grâce à cette institution civique organisée autour du culte de la patrie qui exerçait efficacement son rôle de ciment de la grande amitié pour tous. La morale patriotique dispensée par l'institution scolaire, porta ses fruits également au cours de la Première Guerre mondiale. Et c'est elle qui, en grande partie, explique le courage, la ténacité, l'héroïsme dont firent preuve les fameux poilus, ou les hussards de la République. En ce sens, il n'est pas exagéré de dire que l'on doit la victoire de 1918 aux instituteurs, ces fameux hussards noirs de la République, cher et célèbre à Charles Péguy. Je vous invite à lire Péguy, c'est du haut vol en matière de poésie, du terroir. Péguy est un auteur et un écrivain incontournable. Mais ce qu'il faut aussi également déterminer, c'est que la mainmise de la morale sur le patriotisme a entraîné aussi un inconvénient. Elle a empêché toute réflexion scientifique sérieuse sur le sentiment patriotique. Comment en effet explorer scientifiquement et sereinement un objet si on l'appréhende exclusivement à travers des injonctions morales et des il faut, tu dois et nous devons. Le souci normatif ne permet pas le recul nécessaire à l'examen objectif. Les sciences humaines ne peuvent étudier, leur objet qu'à la condition de mettre entre parenthèses tout jugement de valeur. La neutralité axiologique est pour elles une exigence quasiment absolue. Or,
cette condition n'était pas remplie au XIXe siècle. Le patriotisme euh, s'imposait comme un impératif moral trop pressant, comme un enjeu éthico-politique trop brûlant pour pouvoir constituer en même temps un objet de science, c'est-à-dire un objet d'examen des passionnés et impartial. Du coup, la réalité psychologique du sentiment patriotique, sa phénoménologie, ont été méconnues au profit d'un discours moralisateur qui finalement accapara et ne fut pas considéré comme un objet d'investigation digne de ce nom. On l'évoquait que dans les manuels de morale, dans les traités des devoirs, jamais dans les livres savants de psychologie ou de sociologie. Le patriotisme devient ainsi, je dirais, au fil du temps, le grand oublié des sciences humaines, et celles-ci se contentèrent d'étudier un phénomène qui ressemble au sentiment patriotique, mais qui ne, je dirais, se confond pas avec lui. Le sentiment social, je dirais, fut substitué au sentiment patriotique. Or, le social ne pouvait s'effectuer que dans les frontières d'un patriotisme garantissant à ceux qui y vivaient une certaine évolution positive. Alors le premier à avoir opéré cette substitution, ce déplacement d'objets, fut Émile Durkheim, lui-même le fondateur de la sociologie. Fait révélateur, les premiers articles scientifiques de Durkheim étaient relatifs à la nation. Puis très vite, l'intérêt, je dirais, de Durkheim se porta vers la société, comme s'il s'était hâté de remplacer la nation par un objet scientifique plus convenable, en tout cas plus acceptable par le monde universitaire, de la nationologie, et il glissa à la sociologie. Pour ce qu'il en est de ma propre conception, de ma propre considération, je dirais que le but, je dirais, de remédier au refoulement dont le sentiment patriotique fait l'objet, il faut bien entendu lever le tabou qui le frappe. Et je me permets de vouloir rendre au patriotisme son statut d'objet scientifique, et finalement, j'essaye de faire en sorte que le patriotisme soit tiré de l'oubli de ce fameux parent pauvre de la psychologie, se laisser pour compte de la philosophie, je dirais, tournant le dos à l'approche normative que fut celle des penseurs de la Troisième République, et dont, effectivement, il est à savoir non pas ce que le patriotisme doit être, mais ce qu'il est en réalité. Alors, c'est un essai d'interprétation qui est encore un petit peu maladroit, mais je pense qu'il y aurait de longues réflexions à avoir sur la dimension du patriotisme social, économique, et de cette considération qui aujourd'hui est en train de naître, je dirais, chez pas mal d'individus. Et effectivement, même si on peut considérer qu'une telle attitude occulte les inquiétudes actuelles sur le déclin de la France ou l'attrait exercé par les gloires militaires nationales passées, surtout elle oublie que le sens des mots patrie et patriotisme a varié dans le temps et l'espace, et quelle que soit finalement la définition adoptée du mot patrie, qui a une forte charge affective, et que le patriotisme est un sentiment d'appartenance, connoté positivement et je dirais d'engagement, on ne saurait minorer le besoin humain d'enracinement à laquelle la patrie offre une réponse comme collectivité je dirais, qui conserve le vivant, certains trésors du passé, certains pressentiments d'avenir à laquelle l'individu participe, une sorte de communauté de destin dans l'universel. Alors, il est important à ce moment de bien réfléchir sur la notion de patrie, même si aujourd'hui on peut considérer que cela n'est que l'apanage d'un certain extrémisme, ou est en veille dans certains courants qui n'osent plus, je dirais, parler aujourd'hui d'une façon consciente du patriotisme.
Voilà, bon bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je ferai d'autres chroniques sur le patriotisme et même sur le marxisme et le socialisme, parce que l'un a permis à l'autre de se développer. Donc euh, je pense que j'ai assez parlé et je vous laisse écouter un petit peu mes réflexions et mes conceptions dans le domaine du patriotisme. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.